La pauvre fillette est entrée dans le restaurant de luxe et a demandé les restes à un inconnu, mais quand il a vu le collier qu'elle portait, il a gelé. Dans l'éclat doré des lustres et le murmure feutré des conversations distinguées, un restaurant prestigieux du cœur de Paris respirait le luxe et l'élégance. Les tables impeccablement dressées étincelaient sous la lumière chaude, et les serveurs en costume glissaient entre les chaises capitonnées avec la fluidité d'un ballet silencieux. Rien dans cet univers raffiné ne semblait destiné à accueillir la silhouette fragile qui franchit la porte en ce soir d'hiver. Clara, une petite fille aux joues creuses et au regard inquiet, n'avait que 7 ans. Son pas hésitant trahissait la peur d'être à sa place là où elle savait, au fond, qu'elle n'était pas la bienvenue. Son vêtement, une robe délavée et trop courte pour son âge, laissait deviner les fils usés d'un tissu qui avait connu de meilleurs jours. Ses souliers fatigués résonnaient faiblement sur le marbre immaculé, contraste brutal avec les talons élégants et les chaussures vernies des clients fortunés. Quelques têtes se levèrent, intriguées, parfois agacées, par l'apparition de cet enfant venu briser le décor impeccable. Pourtant, dans ses grands yeux bruns, brillait une détermination presque insoutenable, celle de quelqu'un qui a franchi le seuil de la honte pour obéir à la faim. Clara avançait lentement entre les tables, le regard accroché aux assiettes garnies qui passaient entre les mains des serveurs. Le parfum des plats raffinés chatouillait son estomac vide depuis trop longtemps. Chaque pas lui coûtait, mais chaque seconde la rapprochait de l'objet de son courage maladroit. Arrivée devant une table où un homme seul consultait des documents à côté d'un verre de vin, elle s'arrêta. Sa petite voix, presque un souffle, se fit entendre. « Monsieur, est-ce que je pourrais avoir vos restes ?» Un silence inattendu se fit autour d'elle, comme si la phrase avait résonné plus fort que prévu. Les clients les plus proches cessèrent de parler, surpris par cette intrusion naïve dans leur confort. L'homme releva la tête. Il s'appelait Pierre. Avocat reconnu, âgé de 39 ans, il fréquentait ce restaurant pour des rendez-vous professionnels ou pour profiter de l'atmosphère discrète qui convenait à ses réflexions. Ce soir-là, absorbé par ses papiers, il ne s'attendait pas à ce qu'une enfant vienne interrompre le cours tranquille de sa soirée. Ses yeux se posèrent sur elle, intrigués. Il vit d'abord la maigreur de ses bras, la pâleur de son visage, la timidité dans son regard qui pourtant ne se dérobait pas. Il comprit qu'elle n'était pas là par caprice, mais par nécessité. Pierre reposa lentement son verre, les doigts serrés sur la tige fragile, comme si ce simple geste pouvait retarder l'instant où il devait répondre. Clara, mal assurée, baissa les yeux et serra ses petites mains devant elle. Elle savait qu'elle dérangeait, que ce genre de lieu n'ouvrait pas ses portes à des enfants comme elle. Pourtant, elle resta immobile, comme prête à encaisser un refus, mais incapable de reculer. Dans son ventre, la faim criait plus fort que la peur. Pierre, étonné par la situation, sentit naître en lui une curiosité mêlée de malaise. Pourquoi une enfant se retrouvait-elle ici, seule, à demander des miettes à des inconnus? Il ne savait pas encore que cette rencontre fortuite allait fissurer les murs bien gardés de sa vie. Ses pensées étaient encore simples, rationnelles, celles d'un homme surpris dans un lieu où l'imprévu n'avait pas sa place. Autour d'eux, quelques clients chuchotaient, échangeant des regards de désapprobation. Certains attendaient que le maître d'hôtel vienne chasser la fillette, d'autres détournèrent les yeux, refusant d'être témoins de cette scène dérangeante. Clara, elle, se tenait droite malgré sa petitesse, le souffle court, comme si son sort dépendait de la réaction de cet homme qu'elle venait de choisir au hasard. Pierre inspira profondément. Ces mots lui vinrent avec lenteur, presque contre sa volonté. « Tu as faim, c'est cela ?» La fillette hocha la tête sans lever les yeux, trop intimidée. À cet instant précis, Pierre n'avait pas encore conscience que ce simple échange était la première pierre d'un chemin qui bouleverserait tout ce qu'il croyait connaître de son passé et de lui-même. Car, derrière la misère apparente de l'enfant, un détail invisible aux yeux des autres allait bientôt émerger, un détail qui relierait leur destin d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Pierre ne sut pas tout de suite comment réagir à la demande de la fillette. Les clients du restaurant continuaient de l'observer, partagés entre la curiosité et l'agacement, et certains semblaient attendre l'intervention rapide du maître d'hôtel. Pourtant, au lieu de répondre immédiatement, l'avocat la détailla davantage. Son instinct, d'ordinaire précis dans une salle d'audience, lui soufflait qu'il y avait là quelque chose d'inhabituel, une singularité qu'il ne parvenait pas encore à saisir. Ce fut au moment où Clara fit un pas de plus vers la table
qu'il remarqua ce détail qui allait tout bouleverser. À la lumière des chandelles, juste au-dessus du col râpé de sa robe trop étroite, brillait un objet fragile, presque dissimulé sous ses cheveux emmêlés. Un mince cordon d'argent encerclait son cou délicat, et au bout pendait un petit pendentif en forme d'étoile. La simplicité de l'objet n'empêchait pas son éclat discret de capter immédiatement l'attention de Pierre. Son regard se figea, sa respiration se coupa. Ce bijou, il le connaissait, pas seulement comme on reconnaît un modèle déjà vu, mais comme on reconnaît une part intime de soi. C'était un collier qu'il avait offert, des années plus tôt, à une femme qui avait marqué sa vie pour toujours. Élodie, sa femme. Enfin, son ex-femme, celle qu'il avait aimée avec intensité avant que leur couple ne se fissure, que les disputes n'étouffent leur tendresse et que la distance ne devienne insurmontable. Ce collier, il l'avait choisi lui-même un soir d'été, convaincu que la petite étoile symboliserait la force qu'elle représentait à ses yeux. La mémoire s'imposa brutalement. Il revit la scène comme si elle se déroulait devant lui. Élodie souriant timidement lorsqu'il avait glissé le pendentif autour de son cou, ses doigts effleurant sa nuque. Elle avait levé les yeux vers lui, et pour une fois, il avait senti qu'elle croyait encore à leur promesse. C'était peu de temps avant que tout ne s'écroule, avant qu'elle ne parte et que leur histoire ne s'achève dans une douleur qu'ils n'avaient jamais réussi à effacer. Peu après leur séparation, Élodie avait trouvé la mort dans un accident tragique, laissant derrière elle une absence qu'il n'avait jamais comblée. Et voilà que ce soir, dans ce lieu luxueux, ce même collier apparaissait au cou d'une enfant inconnue, venue réclamer des restes à sa table. Une sensation étrange, un mélange de vertige et de stupeur le cloua sur place. Comment ce bijou pouvait-il être là, sur cette petite fille qu'il voyait pour la première fois? Clara, ne comprenant pas son silence, recula légèrement, ses doigts se posant instinctivement sur le pendentif comme pour le protéger. Ce geste anodin eut sur Pierre l'effet d'une lame. C'était exactement le geste qu'Élodie faisait lorsqu'elle portait ce collier, comme si le simple contact du bijou l'aidait à se rassurer. La ressemblance le troubla. Pendant un instant, il eut l'impression de revoir son ancienne épouse à travers les traits fatigués et les gestes hésitants de l'enfant. Il voulut parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Les souvenirs s'entrechoquaient trop violemment. Le timbre de sa voix aurait pu briser ce fil invisible qui le retenait à cet instant précis, mais il n'en eut pas la force. Son regard fixé sur le pendentif devint presque insistant, et Clara, gênée, serra le bijou dans sa main. « C'est à toi ?» demanda-t-il enfin, la voix enrouée. Elle hocha timidement la tête. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne murmure « C'était à ma maman ». Cette simple phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre dans le silence déjà tendu. Les clients les plus proches échangèrent des regards étonnés, incapables de comprendre l'émotion qui déformait soudain les traits de Pierre. Mais lui n'entendait plus rien autour. Ce qu'il venait d'apprendre confirmait une intuition grandissante. Ce collier appartenait bel et bien à Élodie. Si cette petite disait vrai, il avait été transmis par sa mère avant de disparaître. Son esprit tenta d'assembler les pièces d'un puzzle qui, jusqu'ici, ne possédait pas d'image claire. Élodie n'avait jamais parlé d'enfant. Leur séparation, douloureuse, s'était faite sur des reproches, des désaccords, des non-dits. Puis il y avait eu l'accident brutal qui l'avait arraché à ce monde. Jamais Pierre n'avait imaginé qu'il pouvait rester une trace si tangible d'elle, autre que ses souvenirs. Et voilà que devant lui se tenait une enfant de 7 ans, portant au cou un bijou qu'il avait choisi pour celle qu'il n'avait jamais cessé de pleurer. Il sentit la pièce tourner autour de lui, les voix et les bruits du restaurant s'éloigner comme étouffés derrière une paroi invisible. Ses mains tremblaient imperceptiblement sous la nappe. Pour la première fois depuis longtemps, il perdait le contrôle de ses émotions. Il n'était plus l'avocat maître de ses dossiers, ni l'homme sûr de ses choix. Il était simplement un homme confronté à un fantôme revenu hanter sa vie sous une forme inattendue. Clara, mal à l'aise devant ce silence lourd, tira doucement sur le bas de sa robe comme pour s'excuser d'exister. Elle avait l'habitude des regards durs et des mots tranchants, mais celui de cet homme la troublait. Il n'y avait pas de colère, pas de rejet, seulement une intensité qu'elle ne comprenait pas. Elle se recroquevilla un peu, craignant qu'il finisse par la repousser. Le maître d'hôtel s'étant finalement approché, posa discrètement la main sur l'épaule de la fillette pour l'inviter à sortir. Pierre, comme réveillé brusquement de son état second, leva la main pour l'arrêter. « Non,
« Laissez-la » dit-il d'un ton plus ferme qu'il ne l'avait voulu. L'homme de service hésita, surpris par ce refus. Pierre ajouta, sans quitter des yeux l'enfant, « Elle reste avec moi ». Un murmure de réprobation parcourut les tables alentours, mais Pierre n'y prêta aucune attention. Son regard ancré sur le pendentif ne se détachait plus. Il ne savait pas encore comment expliquer son trouble, ni ce qu'il ferait après ce repas. Mais une certitude venait de s'imposer à lui. Cette petite fille et ce collier étaient liés à une partie de son passé qu'il croyait à jamais enterrée. Et il devait comprendre pourquoi. Pierre resta immobile un long moment, ses pensées emmêlées comme un écheveau impossible à dénouer. Devant lui, la fillette semblait vouloir disparaître sous la nappe, tant la tension devenait palpable. Elle avait serré son collier si fort entre ses doigts que la peau de son cou portait déjà une marque rougeâtre. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme la fixait ainsi, pourquoi ses yeux se voilaient d'une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer. Ce qu'elle savait, en revanche, c'est que son ventre criait plus fort que son appréhension et que ses jambes frêles n'avaient plus la force de la porter bien loin. Pierre tenta de poser une question. Sa voix tremblait légèrement, signe qu'il n'était pas maître de lui. « Dis-moi, petite, où as-tu trouvé ce collier ?» Clara recula instinctivement, son regard cherchant une échappatoire. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis la referma. Tout son corps exprimait la peur de dire quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de dire. Elle finit par secouer la tête et chuchoter, presque inaudible, « J'ai faim, monsieur ». Ces mots simples résonnèrent comme une gifle pour Pierre. Il comprit qu'il venait de brusquer une enfant qui n'avait pas choisi de se retrouver au milieu de ce théâtre mondain. Les convives, eux, s'échangeaient déjà des regards lourds de jugement. Le maître d'hôtel, encore présent à quelques pas, paraissait prêt à intervenir de nouveau. Dans un autre contexte, Pierre aurait laissé la logique sociale s'imposer, aurait permis qu'on raccompagne poliment mais fermement la fillette vers la sortie. Pourtant, il ne pouvait pas se résoudre à ce geste, pas après avoir vu ce pendentif, pas après avoir entendu la mention de la mère. Il leva la main, appelant un serveur, et d'un ton qui n'admettait pas de discussion, demanda « Apportez-lui un plat chaud », quelque chose de simple mais copieux. Le serveur eut un instant d'hésitation surpris, mais s'exécuta. Quelques clients murmurèrent, trouvant la scène déplacée. Une femme élégante, à la table voisine, se pencha vers son compagnon et souffla assez fort pour être entendue. « C'est un scandale. On laisse entrer n'importe qui maintenant. » Pierre feignit de ne pas entendre, mais la remarque le heurta. Depuis quand nourrir un enfant affamé était-il devenu un scandale? Il se détourna d'eux et reporta toute son attention sur Clara, qui le regardait avec une méfiance mêlée de gratitude. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme, qui l'avait d'abord effrayée par son silence, venait de prendre sa défense avec une telle assurance. Lorsque l'assiette arriva, fumante, Clara se précipita presque dessus. Ses petites mains tremblaient tandis qu'elle attrapait les couverts. Elle dévora les premières bouchées avec une avidité qu'elle tenta de dissimuler, mais sa faim était trop grande. Pierre la regarda manger sans un mot. Chaque mouvement, chaque respiration de l'enfant semblait réveiller en lui une cicatrice ancienne. Le tintement de la fourchette contre la porcelaine rythmait ses pensées désordonnées. Il se pencha légèrement, choisissant de parler avec plus de douceur cette fois. « Comment t'appelles-tu » ? « Clara » répondit-elle entre deux bouchées, sans lever les yeux. Ce prénom résonna en lui avec une étrangeté qu'il ne s'expliquait pas. Clara, un prénom simple, lumineux, qui contrastait violemment avec la noirceur de son passé récent. Il répéta doucement, comme pour s'en imprégner, « Clara ». Elle continua de manger, mais il remarqua que ses épaules s'étaient un peu détendues. L'idée de se faire chasser avait, semble-t-il, reculé devant la chaleur du repas. Pourtant, le malaise ne disparaissait pas. Pierre se sentait observé de toutes parts. Les clients chuchotaient, les serveurs jetaient des coups d'œil furtifs et le maître d'hôtel semblait lutter entre son devoir de satisfaire un client influent et la crainte de voir l'image du restaurant ternie par une telle scène. Pierre essaya encore, tâchant de percer le mur de silence que la petite opposait à ses questions. « Et ta maman ?»« Elle est tout. » Cette fois, Clara s'arrêta de manger. Son visage s'assombrit, son front se plissa, et elle se contenta de répéter d'une voix basse mais ferme « Elle n'est pas là ». Il sentit une douleur sourde le traverser, comme si ces mots ravivaient une perte qu'il connaissait trop bien. Mais il n'insista pas, comprenant que chaque mot arraché de force risquait d'abîmer un peu plus la fragile confiance qui commençait à naître entre eux. La fillette reprit son repas, et Pierre resta là,
partagé entre 1000 sentiments contradictoires. Son instinct d'homme rationnel lui dictait de trouver une explication logique. Peut-être que le collier avait été vendu, perdu ou donné à une autre personne avant de finir entre les mains de cet enfant. Mais au fond de lui, une autre voix murmurait que rien de tout cela n'était anodin. Cette étoile d'argent, il l'avait vue pour la dernière fois au cou d'Élodie, et jamais il n'aurait cru la revoir ailleurs. Le malaise monta encore d'un cran lorsque 2 clients quittèrent ostensiblement leur table en lançant un regard méprisant vers Pierre. L'avocat, habitué à maîtriser l'opinion des autres dans une salle d'audience, se découvrait étrangement indifférent à ses jugements. La seule chose qui comptait désormais, c'était cette petite fille assise en face de lui et le mystère du collier qu'elle portait. Lorsqu'elle eut terminé son assiette, Clara posa ses couverts avec une délicatesse inattendue. Elle releva enfin les yeux vers lui. Son regard n'avait plus la même peur, mais une interrogation silencieuse. Comme si elle cherchait à savoir pourquoi cet homme, au lieu de la chasser comme tant d'autres l'avaient fait, l'avait laissé manger à sa table. Pierre soutint ce regard, troublé par une impression persistante. Derrière ses yeux sombres, il retrouvait quelque chose d'Élodie. Un éclat familier, une expression fugitive qu'il avait souvent vue lorsqu'elle se taisait pour cacher ses tourments. Il sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'il devait en apprendre davantage. Mais pour cela, il lui faudrait gagner la confiance de cet enfant et supporter encore longtemps l'hostilité discrète mais constante de tous les regards braqués sur eux. Le malaise initial n'était pas seulement celui de la petite, c'était désormais le sien. Et il comprit que cette soirée, commencée dans la routine d'un dîner banal, venait d'ouvrir une brèche dont il n'imaginait pas encore la profondeur. La salle du restaurant, d'ordinaire animée de conversations feutrées et de rires discrets, vibrait d'une tension inhabituelle. L'arrivée de Clara, son installation à la table de Pierre et l'attention inhabituelle qu'il lui portait avaient transformé l'atmosphère. Les clients, qui jusqu'ici savouraient leur dîner, ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards lourds de jugement vers la petite silhouette fragile qui, malgré sa timidité, avait osé s'inviter dans un univers qui n'était pas le sien. Clara, repue après avoir englouti son assiette, avait croisé ses mains sur ses genoux, comme pour se faire la plus discrète possible, consciente du malaise qu'elle provoquait autour d'elle. Mais Pierre, lui, restait droit, les yeux fixés sur elle, incapable d'ignorer ce qui s'imposait à lui. Il savait qu'il devait apprendre davantage, mais déjà un obstacle se dressait. Le maître d'hôtel s'approcha à nouveau, cette fois avec un air plus solennel. Il attendit que Clara détourne le regard pour s'adresser directement à Pierre, d'une voix basse, presque chuchotée, mais assez ferme pour ne laisser aucune ambiguïté. « Monsieur, permettez-moi de vous rappeler que notre établissement a une réputation à préserver. Nous ne pouvons tolérer ce genre de situation trop longtemps. Les clients se plaignent. » Pierre soutint son regard, ses traits tendus par une colère qu'il tentait de maîtriser. « Ce genre de situation ?» répéta-t-il volontairement. « Vous parlez d'une enfant affamée ?» Le maître d'hôtel se racla la gorge, mal à l'aise, mais ne céda pas. « Comprenez que cela donne une mauvaise image. Les gens viennent ici chercher un cadre particulier. Ils ne veulent pas être confrontés à... Enfin, vous voyez ?» Pierre sentit la montée de réprobation autour de lui. Quelques clients acquiesçaient discrètement. D'autres froncèrent les sourcils, visiblement d'accord avec les propos du maître d'hôtel. C'était comme si Clara n'était pas une petite fille, mais une tache disgracieuse sur le tableau parfait du luxe parisien. La révolte monta en lui, violente, mais il sut se contenir. Une confrontation brutale ne ferait que renforcer les murmures et isoler davantage l'enfant. Il se pencha légèrement vers le maître d'hôtel et répondit d'une voix basse mais ferme « Cette petite fille ne partira pas tant que je ne l'aurai pas décidé. Elle est mon invitée, et je paierai pour tout ce qu'elle consommera. Si cela dérange vos clients, qu'ils s'habituent à l'idée que la dignité humaine vaut plus qu'une nappe immaculée. » Pris de court, l'homme hésita, puis s'inclina légèrement, contraint d'accepter au moins en surface, mais en se retirant, il ne put dissimuler le regard lourd de reproche qu'il lança à l'enfant. Pierre le remarqua et sentit ses poings se serrer sous la table. Clara, elle, n'avait pas compris l'échange exact, mais elle perçut bien la tension. Elle posa timidement la main sur son pendentif, ce geste instinctif qui semblait être son refuge. Le silence pesant reprit. Les clients qui osaient encore la regarder baissaient les yeux dès que Pierre relevait la tête. Pourtant, il savait que cette bataille silencieuse n'était pas terminée. Accueillir Clara à sa table
n'était pas seulement un acte de bonté impulsive, c'était une décision qui mettait en lumière la distance abyssale entre deux mondes, celui de l'opulence et celui de la survie. Pour Clara, l'enjeu était plus simple. Son estomac apaisé, elle découvrait la chaleur réconfortante que procurait le fait d'être enfin traitée comme une personne, assise devant une assiette pleine, sous le regard attentif de quelqu'un qui ne voulait pas la chasser. Pourtant, elle restait sur ses gardes. L'habitude de la méfiance, forgée par des années de manque et de rejet, ne s'effaçait pas en un repas. Elle serrait son collier et baissait souvent les yeux, comme si elle craignait qu'on vienne lui arracher ce moment de répit. Pierre, de son côté, réfléchissait. Il mesurait combien il serait difficile d'obtenir des réponses dans un environnement aussi hostile. Chaque question qu'il voulait poser semblait se heurter à la peur de l'enfant, à son silence instinctif et au regard désapprobateur des autres convives. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Le collier, le prénom, la ressemblance fugitive dans son regard, tout cela exigeait une explication. Il choisit alors de se montrer patient, de ne pas brusquer la fillette. Il lui demanda doucement si elle voulait un dessert. Clara le regarda, surprise, comme si une telle proposition lui semblait presque irréelle. Elle hésita un instant, puis hocha timidement la tête. Lorsqu'une petite assiette de crème brûlée arriva, ses yeux s'illuminèrent. Pierre observa ce sourire fugitif, presque oublié sur son visage maigre, et sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Pourtant, alors qu'il savourait ce moment fragile, une nouvelle vague de murmures monta dans la salle. Le maître d'hôtel, visiblement sous pression, s'approcha une nouvelle fois. Cette fois, son ton se fit moins diplomatique. « Monsieur, je vous en prie, vous comprenez que cette situation ne peut pas durer. Nous avons des clients fidèles, influents. Certains menacent de ne plus revenir. » Pierre reposa sa serviette, son regard noir et décidé. « Alors qu'ils ne reviennent pas, je ne céderai pas. » Il avait prononcé ces mots assez forts pour que plusieurs tables les entendent. Certains convives détournèrent la tête, d'autres parurent choqués. Mais Pierre n'avait plus rien à prouver à ce cercle fermé. Sa seule préoccupation était désormais la petite fille qui, à ses yeux, incarnait un mystère bien plus important que toutes les convenances sociales. Clara, comprenant qu'il venait encore une fois de prendre sa défense, le regarda avec une intensité nouvelle. Ce regard-là n'était plus seulement celui d'une enfant méfiante, c'était celui de quelqu'un qui commençait à croire, à peine, que la bienveillance existait encore. Pierre sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas l'habitude d'inspirer ce genre de confiance immédiate, et pourtant, il devinait que cette confiance fragile était précieuse. Le repas toucha à sa fin, et l'avocat savait qu'il ne pouvait pas prolonger cette scène davantage. Chaque minute passée dans ce restaurant devenait une épreuve pour Clara et un affront pour les autres. Mais avant de partir, il décida qu'il devait agir avec délicatesse. Il posa sa main sur la table, suffisamment proche pour que l'enfant sente qu'il n'y avait aucune menace, et dit doucement « Clara, tu n'as plus à avoir peur ici. Mais j'aimerais comprendre. Qui est-ce qui s'occupe de toi ?» La petite hésita, triturant son pendentif, ses lèvres tremblant sous le poids de l'hésitation. Elle n'avait pas l'habitude de répondre à ce genre de questions. Après un long silence, elle se contenta de souffler. « C'est Margot. Elle dit qu'elle s'occupe de moi quand elle peut. » Ce nom, prononcé dans le vacarme discret du restaurant, ouvrit une nouvelle brèche dans l'esprit de Pierre. Margot. Un prénom banal mais qui sonnait comme une promesse de réponse. Le mystère s'épaississait et il savait que la soirée ne s'arrêterait pas là. Lorsque le silence retomba après la mention de ce nom, Pierre sentit son esprit s'embraser de nouvelles interrogations. Margot. Qui pouvait-elle bien être pour cet enfant? Était-ce une parente, une simple tutrice, une voisine compatissante? Clara, visiblement, n'avait pas plus de détails à offrir. Elle avait dit ce nom avec une candeur désarmante, comme si ce mot suffisait à expliquer toute son existence. Pour Pierre, avocat habitué à traquer les zones d'ombre, ce n'était pas suffisant. Chaque fibre de son être lui criait qu'il devait creuser, qu'il devait comprendre comment cette petite fille, qui semblait sortir tout droit d'une misère silencieuse, pouvait porter autour du cou un bijou si intimement lié à son passé. Il choisit d'adoucir son approche. Après avoir payé l'addition, ignorant volontairement le regard désapprobateur du maître d'hôtel, il fit signe à Clara de le suivre vers la sortie. Elle obéit avec la docilité d'un enfant qui a appris à se conformer aux décisions des adultes
sans poser de questions. En marchant derrière lui, ses pas résonnaient faiblement sur le marbre du restaurant, et chaque bruit soulignait le contraste entre son monde de pauvreté et cet univers tapissé d'opulence. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne l'enveloppa aussitôt. Les réverbères projetaient une lumière douce sur les pavés humides, et Clara serra ses bras maigres contre elle pour se protéger du froid. Pierre, en observant ce geste, se sentit envahi d'un mélange de tristesse et de détermination. Il ne pouvait pas simplement laisser cet enfant repartir seul, comme si rien ne s'était passé. « Clara, dit-il d'une voix plus douce, tu vis avec cette... Margot ?» La fillette hocha la tête, son regard baissé vers ses chaussures abîmées. « Elle dit qu'elle s'occupe de moi quand elle peut, » répéta-t-elle. « Mais elle n'est pas toujours là. » Pierre fronça les sourcils. Cette réponse évasive le troubla. Qui donc laissait une enfant si jeune livrée à elle-même? Il sentit une boule d'indignation se former dans sa gorge, mais il la ravala pour ne pas l'effrayer. « Et ton papa ?» demanda-t-il avec précaution. Clara secoua la tête. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne vint. Elle serra le collier contre son cœur, comme pour se protéger de cette question trop lourde. Pierre comprit qu'il venait de heurter une corde sensible et choisit de ne pas insister. Il s'agenouilla à sa hauteur, cherchant à croiser son regard. La petite hésita, puis leva enfin ses yeux vers lui. Ce qu'il y lut le bouleversa, une lassitude disproportionnée pour son âge, comme si la vie lui avait déjà imposé trop d'épreuves. Et ce regard, malgré la fatigue, lui rappela douloureusement Élodie. « Tiens, Clara, souffla-t-il, ce collier, c'est ta maman qui te l'a donné ?» Cette fois, la fillette répondit sans hésiter. « Oui, elle a dit qu'il était spécial, qu'il fallait que je le garde toujours. » Ces mots résonnèrent en lui avec une force inouïe. Il revoyait Élodie, ses gestes délicats, son sourire fragile. Elle aurait pu dire exactement ces paroles. Le monde sembla vaciller autour de lui. Était-ce possible que ce bijou ait réellement appartenu à sa femme défunte et que cet enfant soit lié à elle d'une manière encore inimaginable? Clara, ne comprenant pas l'émotion qui traversait l'homme, baissa de nouveau la tête. Elle semblait regretter d'avoir trop parlé, comme si le simple fait de partager ce souvenir risquait de lui coûter quelque chose. Pierre, conscient de cette fragilité, posa doucement sa main sur son épaule. « Merci de me l'avoir dit », murmura-t-il. Ils restèrent ainsi un moment, silencieux, au milieu de la rue animée. Les passants les contournaient, pressés, sans prêter attention à cette scène. Paris continuait de vivre son tumulte. Mais pour Pierre, tout s'était resserré autour de ce fil mince, ce collier d'argent qui battait contre la poitrine d'une enfant inconnue. Il la conduisit ensuite vers un banc, à l'abri du passage. Clara, fatiguée, s'assit sans protester. Son petit corps semblait épuisé par les émotions et la nourriture avalée trop vite. Pierre, de son côté, sentait que son rôle venait de changer. Il n'était plus seulement un témoin, ni même un protecteur improvisé. Il devenait un enquêteur, poussé par une intuition qu'il ne pouvait plus ignorer. Il tenta encore une fois d'obtenir des détails. « Tu sais où est ta maman maintenant ?» Clara secoua la tête, ses yeux s'embuant légèrement. « Elle n'est plus là. C'est tout ce que je sais. » Ces mots, simples et crus, lui transpercèrent le cœur. Ils confirmaient ce qu'il craignait déjà. La mère de Clara avait disparu, laissant cet enfant à la dérive. Mais ce qui restait inexpliqué, c'était le lien entre cette femme et Élodie, son Élodie. Comment ce bijou avait-il traversé le temps pour se retrouver autour du cou de cette fillette? La petite finit par se blottir contre le dossier du banc, ses paupières lourdes. Pierre comprit qu'il devait arrêter son interrogatoire. Elle était trop jeune, trop fatiguée, et il ne tirerait rien de plus ce soir. Mais une certitude se forma en lui, indéracinable. Il devait trouver cette Margot, cette femme qui prétendait s'occuper d'elle. Elle détenait les clés de ce mystère. Le bruit des voitures, les éclats de voix des passants, tout sembla s'estomper alors qu'il fixait Clara, endormie sur le banc. Son petit visage détendu, malgré les traces de fatigue, lui paraissait étrangement familier. Plus il la regardait, plus l'hypothèse insensée prenait forme dans son esprit. Peut-être ne s'agissait-il pas d'une simple coïncidence, peut-être que le destin, par un détour cruel, venait de mettre sur sa route une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il resserra sa veste sur les épaules frêles de la fillette, déterminé à ne pas la laisser seule. La nuit parisienne s'épaississait, et avec elle grandissait son besoin de réponse. Le collier, le prénom,
L'absence de la mère, la présence énigmatique de Margot, tout cela formait une trame qu'il devait absolument éclaircir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Pierre sentit que son passé n'était pas clos. Une porte venait de s'entr'ouvrir et derrière elle se cachait une vérité prête à bouleverser sa vie entière. Clara, sans le savoir, venait de faire vaciller toutes ses certitudes. La nuit s'était épaissie lorsque Pierre décida qu'il n'était plus temps de laisser les choses dans le flou. Il avait marché longuement dans les rues pavées, Clara endormie contre lui, son petit corps fragile enveloppé dans la veste trop large qu'il avait déposée sur ses épaules. Chaque pas résonnait dans son esprit comme un rappel de ce qu'il venait de découvrir et de ce qu'il devait encore comprendre. Le collier, le prénom de Margot, les paroles hésitantes de l'enfant, tout formait une énigme qui ne pouvait rester sans réponse. Pierre, habitué aux affaires les plus complexes devant les tribunaux, sentait que cette fois, l'enjeu n'était pas une victoire professionnelle, mais une vérité intime, une vérité capable de transformer son existence entière. Il retrouva rapidement le chemin de l'avenue où Clara lui avait dit qu'elle vivait. Le quartier contrastait violemment avec le faste du restaurant où ils s'étaient rencontrés. Les façades étaient défraîchies, les lampadaires projetaient une lumière blafarde et les rares passants marchaient vite, pressés de rentrer chez eux. Pierre avança jusqu'à une petite porte en bois usée par le temps, devant laquelle il aperçut une silhouette assise sur une chaise pliante. C'était une femme âgée, au dos courbé, les cheveux gris retenus par un foulard. Son manteau trop large ne suffisait pas à la protéger du froid. Elle se leva précipitamment, en voyant Pierre approcher avec Clara dans les bras. « Clara !» s'exclama-t-elle d'une voix rauque. « Où étais-tu passée » L'enfant, encore à moitié endormi, ouvrit les yeux et murmura un mot à peine audible. « Margot ». Pierre comprit aussitôt qu'il se trouvait devant celle qu'il cherchait. Margot, la mystérieuse tutrice dont Clara avait parlé, se tenait désormais face à lui, son regard oscillant entre inquiétude et méfiance. Elle était entrée dans un restaurant, expliqua Pierre d'un ton calme mais ferme. Elle demandait à manger. Margot pâlit. Elle tendit les bras pour récupérer la fillette et Pierre la lui confia avec une lenteur calculée. Il voulait observer ses réactions, la manière dont elle parlait, son langage corporel. Elle serra Clara contre elle, soulagée, mais ne parut pas surprise par ce que Pierre venait de dire. Comme si l'idée que l'enfant mendie un repas n'avait rien d'extraordinaire dans leur quotidien. « Je suis désolée, monsieur », dit-elle finalement, ses yeux baissés. « Elle n'aurait pas dû vous déranger. » Ces mots frappèrent Pierre de plein fouet. Déranger. Était-ce ainsi qu'on décrivait une enfant affamée, cherchant simplement à survivre? Il retint son indignation et décida de poser une question plus directe. « Ce collier, murmura-t-il en désignant l'étoile d'argent qui reposait sur la poitrine de Clara. « Pouvez-vous me dire d'où il vient ?» Le visage de Margot se figea instantanément. Son regard se durcit, ses lèvres se pincèrent. Elle serra davantage Clara contre elle, comme pour la protéger d'une menace invisible. « Ce n'est qu'un bijou, » répondit-elle d'un ton sec, « un souvenir de sa mère. » Pierre sentit une bouffée d'adrénaline monter en lui. Voilà ce qu'il redoutait et espérait à la fois, une confirmation implicite du lien avec Élodie. Mais Margot détourna aussitôt la conversation, comme si elle avait déjà trop dit. « Clara est fatiguée, » ajouta-t-elle. « Elle doit dormir. Merci de l'avoir ramenée. » Elle fit mine de tourner les talons, mais Pierre s'interposa doucement, sans agressivité, les mains ouvertes, en signe d'apaisement. « Attendez, je ne veux pas vous causer de problème. Mais comprenez que ce collier n'est pas un objet quelconque pour moi. J'ai besoin de savoir. » Margot leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il lut un mélange de défiance et de peur. Elle semblait porter un fardeau trop lourd, un secret qu'elle n'était pas prête à confier à un inconnu, aussi bien habillé et déterminé soit-il. « Monsieur, dit-elle d'une voix plus basse, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Laissez cette histoire tranquille. Clara a déjà assez souffert. » Ces mots résonnèrent comme une alarme dans la tête de Pierre. Pourquoi cette femme refusait-elle de parler? Pourquoi cette peur soudaine à l'évocation d'un simple bijou? Plus elle tentait de fermer la porte, plus il était convaincu qu'il devait l'ouvrir. Il aurait voulu insister, exiger des explications, mais il vit Clara blottie contre l'épaule de Margot, les yeux clos, déjà rendormie. La fatigue de l'enfant lui rappela qu'il devait garder son calme. Ce n'était pas le moment de provoquer une dispute. « Très bien, dit-il enfin, mais sachez que je ne vais pas m'arrêter là. » Margot ne répondit pas. Elle se contenta de rentrer dans la petite pension, la porte grinça et se referma derrière elle, laissant Pierre seul dans la rue glaciale.
Il resta immobile un long moment, ses poings serrés dans les poches de son manteau. Il avait l'impression de revivre les années passées, quand Élodie lui échappait peu à peu, refusant de lui confier ses douleurs, ses secrets. Cette même sensation d'impuissance l'envahissait de nouveau, mais cette fois, il ne pouvait pas se permettre de reculer. Il marcha longtemps avant de retrouver sa voiture. Dans sa tête, les images se bousculaient. Le sourire d'Élodie, le pendentif scintillant, le regard méfiant de Margot, la fragilité de Clara. Tout se mélangeait dans une spirale obsédante. Il savait désormais qu'il était face à un mystère profondément lié à sa propre histoire. En s'installant derrière le volant, il se fit une promesse silencieuse. Il découvrirait la vérité, coûte que coûte. Peu importèrent les réticences de Margot, les jugements des autres ou les obstacles sociaux. Clara n'était pas une inconnue apparue par hasard dans sa vie. Elle était un signe, une preuve vivante que son passé n'était pas totalement éteint. La nuit avançait, mais dans l'esprit de Pierre, une nouvelle journée commençait déjà. Celle où il chercherait à percer enfin le secret de l'étoile d'argent. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une lourdeur inhabituelle dans la poitrine. Sa nuit avait été brisée en fragments de sommeil agité, peuplés de souvenirs d'Élodie et du visage de Clara. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'éclat du collier, l'expression fuyante de Margot et la petite voix de l'enfant répétant qu'elle avait faim. En tant qu'avocat, il avait appris à contrôler ses émotions, à les mettre de côté pour ne jamais perdre l'avantage dans une affaire, mais cette fois tout lui échappait. Il n'était plus question de plaidoirie ou de stratégie, il s'agissait de sa vie, de son passé et peut-être de son avenir. Après un café avalé à la hâte, il quitta son appartement et reprit la route vers le quartier défraîchi où vivaient Clara et Margot. Son esprit tournait en boucle. Il devait en savoir plus sur cette femme âgée, sur son lien avec la petite et surtout sur la mère disparue. L'image d'Élodie enceinte, possibilité qu'il n'avait jamais envisagée, commençait à se former dans son esprit comme une hypothèse obsédante. S'il s'était trompé, s'il avait raté quelque chose d'aussi essentiel, alors il ne pouvait pas continuer à ignorer les indices qui s'accumulaient. Lorsqu'il arriva devant la pension, il constata que le quartier semblait encore plus délabré en plein jour. Les façades lépreuses laissaient voir des fissures profondes, des rideaux élimés pendaient aux fenêtres, et des enfants jouaient sur le trottoir avec des ballons dégonflés. Rien ne rappelait la stabilité, et certainement pas un environnement idéal pour une fillette de 7 ans. Pierre sentit son indignation grandir, mais il se força à respirer profondément. Il ne devait pas aborder Margot avec colère, sinon elle refermerait la porte encore plus violemment. Il s'avança et frappa doucement. Après plusieurs minutes, la porte s'ouvrit à moitié. Margot apparut, son visage marqué par la fatigue et la méfiance. Ses yeux le reconnurent aussitôt et se plissèrent. « Vous encore, soupira-t-elle. Je vous avais dit de ne pas revenir. » Pierre resta calme. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je veux seulement comprendre. Clara m'a parlé de vous. Elle a parlé de sa maman aussi. J'ai besoin de savoir qui elle était. » Le silence qui suivit fut lourd. Margot serra la porte comme si elle voulait la refermer, mais elle hésita. Pierre vit ses doigts trembler légèrement. Cette hésitation, infime, lui prouva qu'elle portait en elle quelque chose de trop lourd à garder éternellement. « Ce n'est pas votre affaire », finit-elle par dire d'une voix cassée. Clara n'a pas besoin d'un inconnu qui fouille dans son passé. Elle a besoin de stabilité, de calme. Pierre avança d'un pas, mais sans agressivité. « Je ne suis pas un inconnu », dit-il lentement. « Pas pour elle, pas pour ce collier. » Margot releva brusquement la tête, ses yeux s'emplissant de méfiance. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Ses lèvres tremblaient. Pierre comprit qu'il venait de toucher un point sensible. Clara apparut alors derrière elle, frottant ses yeux encore ensommeillés. Elle portait toujours le collier autour du cou, comme si elle refusait de l'enlever même pour dormir. En voyant Pierre, elle eut un petit sourire, hésitant mais sincère. Elle n'avait pas oublié le repas de la veille, ni la façon dont il l'avait défendue devant les regards hostiles. « Bonjour Clara », dit-il doucement. « Tu as bien dormi ?» La fillette hocha la tête et s'accrocha au bras de Margot, qui paraissait de plus en plus mal à l'aise. L'enfant ne comprenait pas vraiment la tension qui animait les deux adultes, mais elle sentait que quelque chose d'important se jouait. Margot soupira lourdement et finit par inviter Pierre à entrer. La pension était sombre, à peine chauffée, et sentait le linge humide. Ils s'assirent dans une petite cuisine encombrée où s'empilaient des assiettes ébréchées. Clara se mit à fredonner une chanson enfantine en jouant avec une cuillère.
comme si elle tentait d'oublier la gravité de la scène. Pierre saisit l'occasion. « Margot, je ne cherche pas à compliquer vos vies, mais vous devez comprendre que je ne peux pas rester dans l'ignorance. Ce collier, je l'ai offert à Élodie, ma femme, il y a des années. Elle le portait toujours. » Le nom tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau. Margot se figea. Clara cessa de fredonner et leva la tête, intriguée par ce prénom qu'elle ne connaissait pas. Le silence dura si longtemps que Pierre crut qu'elle refuserait de parler. Puis enfin, Margot murmura « Je connais ce nom ». Son cœur s'emballa. « Alors dites-moi, qui était-elle pour vous ?» Margot ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Puis elle secoua la tête. « Pas maintenant, pas devant Clara. » Elle se leva brusquement et fit signe à l'enfant d'aller dans la petite chambre attenante. Clara obéit, traînant ses chaussettes usées sur le sol, sans comprendre pourquoi on l'écartait. Lorsqu'elle eut disparu, Margot se rassit, mais son regard restait fuyant. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, monsieur, dit-elle d'une voix basse. Certaines vérités font plus de mal qu'elles n'apportent de réconfort. Clara a déjà souffert. Je ne veux pas qu'elle souffre davantage. » Pierre sentit son impatience monter, mais il resta maître de lui. « Ce n'est pas vous qui décidez ce que je peux ou ne peux pas savoir. Si Élodie est liée à Clara, alors j'ai le droit de comprendre. » Margot baissa la tête, ses mains jointes tremblant légèrement. Elle semblait lutter contre elle-même. Une part d'elle voulait parler, l'autre voulait protéger ce secret coûte que coûte. « Laissez-nous tranquilles, » finit-elle par dire, presque suppliant. Elle se leva et ouvrit la porte, comme pour signifier que l'entretien était terminé. Pierre resta assis un instant, la gorge nouée. Tout en lui criait qu'elle cachait la vérité, que chaque silence était une confirmation indirecte. Mais il comprit aussi qu'il n'obtiendrait rien de plus aujourd'hui. Il se leva à son tour, la remercia d'une voix sèche et sortit dans la rue. Son esprit bouillonnait. Margot était la clé, il en était sûr. Mais il devrait trouver une autre manière de la convaincre, de l'amener à parler. Pour l'instant, il n'avait obtenu que des fragments, mais ces fragments suffisaient déjà à faire trembler tout son univers. Et derrière la fenêtre de la petite chambre, Clara, accoudée au rebord, observait son départ. Elle ne savait pas pourquoi cet homme s'intéressait tant à elle, mais une chose était certaine. Son regard à lui n'était pas celui de la pitié. C'était autre chose, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer mais qui faisait battre son cœur plus vite. Les jours suivants, Pierre se rendit plusieurs fois dans le quartier de la pension, animé par la conviction qu'il devait percer le mystère. À chaque tentative, il se heurta au même mur. Margot restait ferme, refusant de l'écouter. Elle ouvrait la porte juste assez pour lui signifier de repartir, prétextant que Clara avait besoin de repos ou qu'elle n'avait rien de plus à dire. Derrière son entêtement, Pierre devinait une peur, mais aussi une volonté farouche de protéger l'enfant. Cette attitude, loin de le décourager, renforçait son impression que la vérité qu'elle dissimulait était capitale. Pourtant, à mesure que les refus s'accumulaient, l'impression de tourner en rond lui pesait davantage. Une soirée particulièrement glaciale, il retourna à la pension, déterminé à ne pas repartir bredouille. Il frappa longuement. Margot finit par apparaître, son visage plus fatigué encore, ses traits creusés par des nuits sans sommeil. « Ça suffit, monsieur, » dit-elle sèchement. « Je vous ai demandé de nous laisser tranquilles. » Pierre essaya d'argumenter, mais elle leva la main avec fermeté. « Je n'ai rien à vous dire. Vous n'imaginez pas le mal que vous pourriez causer en remuant le passé. Clara a trouvé un équilibre fragile. N'allez pas lui arracher ce qui lui reste. » Ces mots résonnèrent dans la rue silencieuse. L'avocat sentit un nœud lui serrer la gorge. Lui, qui avait construit sa carrière sur la vérité, sur la nécessité de la lumière dans les zones d'ombre, se retrouvait soudain confronté à une barrière qu'il ne savait pas comment franchir. Il observa Margot, ses épaules frêles mais droites, son regard ferme malgré la lassitude. Cette femme n'était pas seulement une gardienne réticente d'un secret, elle était aussi la protectrice de Clara, et son refus semblait dicté par un véritable souci de l'enfant. « Vous croyez la protéger en la coupant de son histoire ?» demanda-t-il, la voix plus émue qu'il ne l'aurait voulu. Margot ne répondit pas. Elle referma la porte avec une lenteur mesurée, comme pour signifier que toute discussion était close. Le bois grinça, et le claquement résonna comme un coup de marteau dans la poitrine de Pierre. Il resta longtemps planté là, immobile, incapable de quitter les lieux. Les lumières derrière la fenêtre de la chambre laissaient deviner la silhouette de Clara, qui semblait jouer seule.
Il eut envie de frapper à nouveau, de crier, de forcer la vérité à sortir. Mais quelque chose l'en empêcha. Il craignait que sa brutalité ne détruise définitivement la possibilité de comprendre. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il se sentit écrasé par un sentiment d'échec. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait aucune stratégie claire, aucune piste évidente à suivre. Son appartement, habituellement un refuge, lui parut étrangement vide. Il erra dans son salon, ouvrit un vieux dossier de travail, le referma aussitôt. Impossible de se concentrer sur autre chose. L'image de Clara occupait tout l'espace de ses pensées. Ses yeux fatigués mais brillants, son sourire timide quand il lui avait offert un dessert, ses petits doigts serrés autour du pendentif. Il se servit un verre de vin, mais l'abandonna à moitié plein. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme usé, loin de l'avocat brillant et sûr de lui qu'il montrait au monde. Pour la première fois, il doutait profondément. Et ce doute ne concernait pas une affaire judiciaire, mais le sens même de sa vie. Le lendemain, il tenta de se changer les idées en se rendant au bureau. Mais même ses collègues remarquèrent de son air absent. Un de ses associés, habitué à le voir concentré et incisif, s'approcha et demanda s'il avait des soucis. Pierre esquiva d'un vague sourire, incapable d'avouer que sa fragilité venait d'une rencontre avec une enfant inconnue. Comment expliquer que le cœur d'un avocat réputé puisse vaciller face à une petite fille en robe usée et à un collier d'argent? En fin de journée, il reprit le chemin de son appartement. Mais au lieu de rentrer directement, il fit un détour vers la pension. Ses pas le guidaient malgré lui. Il resta à distance, observant l'immeuble depuis la rue. Les volets étaient fermés, mais il aperçut une lumière derrière une vitre entr'ouverte. Dans ce faible halo, une silhouette se dessinait. Clara, assise à une table, penchée sur un cahier. Elle écrivait ou dessinait, concentrée malgré l'environnement modeste. Cette vision l'ébranla encore plus. L'enfant paraissait si sérieuse, si appliquée, comme si elle portait déjà sur ses frêles épaules le poids d'une vie trop lourde. Il comprit alors que son échec n'était pas seulement de ne pas obtenir les réponses de Margot. Son échec, c'était de ne pas encore avoir trouvé comment mériter la confiance de l'enfant et de celle qui la protégeait. Il se jura intérieurement qu'il persévérerait, mais qu'il devrait changer d'approche. La force et l'insistance ne serviraient à rien. Seule la patience, peut-être, lui permettrait d'avancer. Cette décision ne soulagea pas sa douleur. La nuit encore, il fut hanté par des images. Élodie apparaissait dans ses souvenirs, son sourire, ses silences, et ce pendentif qu'il avait cru perdu à jamais. Chaque fois, il se demandait, avait-elle essayé de lui dire quelque chose avant sa mort? Avait-il raté l'essentiel par orgueil ou par aveuglement? Il se tourna et se retourna dans son lit, incapable de trouver le repos. Il comprit que ce revers, aussi douloureux soit-il, n'était qu'une étape. Il avait désormais la certitude qu'il ne pouvait pas abandonner. Margot avait fermé la porte, mais la vérité, elle, restait là, tout près, dissimulée derrière des murs fragiles. Pierre, en fixant le plafond dans l'obscurité, murmura presque malgré lui « Je trouverai, quoi qu'il m'en coûte ». Le matin suivant, Pierre se leva plus tôt que d'habitude. Son corps réclamait encore du repos, mais son esprit, lui, refusait toute trêve. Les nuits agitées des derniers jours avaient installé en lui une nervosité nouvelle, une sorte d'urgence à comprendre. Il se sentait comme un homme au bord d'une découverte essentielle, mais encore retenu par un voile opaque. La veille, le refus catégorique de Margot l'avait blessé, mais au lieu de l'éteindre, il l'avait rendu plus déterminé encore. Il savait qu'il devait chercher ailleurs, dans son propre passé, des indices que lui seul pouvait relier. Il passa la matinée à tourner en rond dans son appartement, incapable de se concentrer sur ses dossiers. Finalement, il alla dans la pièce qu'il évitait depuis longtemps. Une petite chambre transformée en débarras, où il conservait des cartons pleins de souvenirs. Les affaires d'Élodie étaient restées là, entassées depuis des années. Pierre n'avait jamais trouvé la force de les trier. Chaque objet gardé avait le pouvoir de réveiller une douleur qu'il avait préféré enfouir. Mais désormais, il n'avait plus le choix. Si Clara représentait réellement un lien avec son ancienne épouse, alors la réponse se trouvait peut-être ici, dans ces cartons poussiéreux. Il ouvrit la première boîte et sortit lentement les objets. Des livres annotés, des foulards qu'elle aimait porter, des lettres qu'ils s'étaient échangées lors de leurs premières années ensemble. Chaque découverte faisait battre son cœur plus vite. Il passa ses doigts sur une photo d'eux deux, jeunes et souriants, ignorant encore tout des épreuves à venir. Puis il tomba sur une autre boîte, plus petite, soigneusement refermée.
En l'ouvrant, il découvrit un ensemble de souvenirs plus personnels encore. Un journal intime, quelques bijoux et surtout un paquet de photos qu'il n'avait jamais regardées en détail. Il en sortit une au hasard et ses mains se mirent à trembler. La photo montrait Élodie, radieuse, mais différente. Son ventre légèrement arrondi ne laissait aucun doute. Elle était enceinte. Pierre se figea, incapable de respirer. Cette image contredisait tout ce qu'il croyait savoir. Pendant leur séparation, elle ne lui avait jamais rien dit. Pas une lettre, pas un mot, pas une allusion. Et pourtant, la preuve était là, devant lui. Ses yeux parcoururent la photo, encore et encore. Et puis il remarqua un détail supplémentaire qui l'acheva. Autour de son cou brillait le collier étoile, le même pendentif que Clara portait aujourd'hui. Le monde sembla s'effondrer autour de lui. Si cette photo était bien datée de cette période, alors il n'y avait plus de doute possible. Élodie avait eu un enfant après leur rupture, et cet enfant ne pouvait être que Clara. Pierre s'assit lourdement, la photo serrée entre ses mains. Son souffle était court, irrégulier. L'idée que cette fillette inconnue puisse être sa propre fille lui donnait le vertige. Toutes les émotions se mélangeaient. La colère contre Élodie, qui ne lui avait rien dit, la douleur de l'avoir perdue sans jamais connaître la vérité, la culpabilité de n'avoir pas été présent et la peur immense de ce que cela signifiait pour l'avenir. Il resta de longues minutes ainsi, incapable de bouger. Puis, lentement, une résolution s'imposa à lui. S'il y avait une chance que Clara soit sa fille, il devait en être certain. Et pour cela, il devait retourner voir Margot, obtenir d'elle une confirmation ou un démenti. Il n'avait plus le luxe de reculer. Dans l'après-midi, il se rendit de nouveau dans le quartier de la pension. Avant de frapper, il observa l'immeuble. Clara jouait sur le trottoir avec un vieux morceau de craie, traçant des formes maladroites sur les pavés. Quand elle vit Pierre, son visage s'illumina d'un sourire franc. Ce sourire, si spontané, acheva de le troubler. Il y avait dans ses traits quelque chose de familier, un éclat qu'il avait déjà vu peut-être même chez lui lorsqu'il était enfant. « Bonjour, Clara », dit-il doucement en s'approchant. « Bonjour », répondit-elle avec enthousiasme, avant de lui montrer ses dessins maladroits. Pierre s'accroupit pour les regarder, feignant un intérêt qu'il n'avait pas besoin de jouer tant l'émotion l'envahissait. Il la regardait, ses gestes, ses mimiques, son rire, bref. Chaque détail lui rappelait Élodie. Plus il observait l'enfant, plus l'hypothèse devenait évidence dans son cœur. Margot apparut soudain à la porte, son regard immédiatement sombre. « Je vous ai déjà dit de ne plus revenir », lança-t-elle sèchement. Pierre se releva, mais cette fois, il ne céda pas. Il sortit la photo de sa poche et la tendit vers elle. « Regardez, vous ne pouvez plus nier. » Margot blêmit. Ses yeux se posèrent sur l'image, puis sur Pierre, puis de nouveau sur l'image. Ses lèvres tremblaient. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Clara, intriguée, tenta de s'approcher, mais Margot la repoussa doucement vers l'intérieur. « Pas devant elle », murmura la vieille femme, visiblement bouleversée. Pierre sentit que le moment approchait. Il était enfin sur le point de briser le mur du silence. La photo dans sa main n'était pas seulement une preuve, elle était le chaînon manquant entre son passé et le présent. Le regard de Margot, à la fois effrayé et résigné, confirmait qu'il touchait au cœur de la vérité. Mais avant qu'elle n'accepte de parler, Margot ferma la porte à demi, comme pour gagner du temps. « Revenez ce soir. Seul, j'ai des choses à dire. » Pierre acquiesça sans protester. Le poids de la photo dans sa poche lui rappelait à chaque seconde qu'il n'était plus prisonnier du doute. Ce soir, il saurait enfin. Et tandis qu'il s'éloignait, Clara courut jusqu'au portail et lui fit un petit signe de la main. Ce geste simple et innocent le toucha plus que tout le reste. Il se dit qu'il n'était plus seulement en quête de réponse. Il était déjà, malgré lui, en train de devenir père. Lorsque la nuit tomba sur Paris, Pierre se sentit animé par une tension nouvelle, un mélange d'angoisse et d'excitation. La promesse faite par Margot plus tôt dans la journée résonnait encore dans son esprit. Elle avait accepté de lui parler, mais à condition qu'il vienne seul à l'abri des oreilles de Clara. Ce détail suffisait à confirmer que la vérité qu'elle gardait jalousement n'était pas anodine. Chaque minute qui passait avant le rendez-vous lui paraissait interminable. Il tenta de se concentrer sur d'autres choses, un dossier laissé sur son bureau, quelques notes à réviser pour un client. Mais rien n'y fit. Ses yeux revenaient sans cesse vers la photo qu'il avait posée devant lui, celle où Élodie souriait, ses mains effleurant un ventre arrondi,
et le collier étoile scintillant sur sa peau. Cette image était devenue un point fixe dans son univers chamboulé, la preuve que son passé recelait un secret qu'on lui avait caché. À 21h, il quitta son appartement et prit la direction de la pension. Les rues étaient calmes, éclairées par les lampadaires jaunâtres qui projetaient des ombres allongées sur les façades décrépites. Lorsqu'il arriva devant la petite porte de bois, son cœur battait plus fort que lors de ses plaidoiries les plus cruciales. Il frappa doucement. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit sur Margot. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. Elle semblait plus vieille que le matin même, comme si la perspective de parler l'avait épuisée d'avance. « Entrez », dit-elle simplement, sans le regarder dans les yeux. Pierre obéit. L'intérieur était silencieux. Clara dormait déjà dans la petite chambre. La porte entr'ouverte laissait voir une lumière tamisée et une couverture trop grande qui recouvrait son petit corps. L'enfant respirait profondément, inconsciente de la gravité de ce qui allait se jouer dans la pièce voisine. Margot invita Pierre à s'asseoir dans la cuisine, la même où il avait déjà tenté de l'interroger. Elle posa une théière sur la table, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle renonça à servir. Elle s'assit en face de lui et prit une profonde inspiration. « Vous n'allez pas me lâcher, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. « Non », répondit Pierre sans détour. « Je dois savoir. » Margot baissa la tête, joignit ses mains, puis se mit à parler lentement, comme si chaque mot lui coûtait. « Élodie, elle était mon amie. Nous nous connaissions depuis longtemps, bien avant qu'elle ne vous rencontre. Quand votre mariage a commencé à se briser, elle est venue me voir souvent. Elle ne disait pas tout, mais je savais qu'elle souffrait. Et puis, il y a eu cette grossesse. » Le cœur de Pierre manqua un battement. Il se força à rester immobile, mais ses doigts se crispèrent sur la table. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» demanda-t-il dans un souffle. Margot soupira, ses yeux se voilant de tristesse. Elle voulait vous le dire, mais elle hésitait. Elle disait que vous étiez déjà trop éloignés, que vos disputes avaient tout abîmé. Elle avait peur que cet enfant ne soit qu'un poids de plus entre vous, que vous ne l'acceptiez pas. Elle repoussait toujours le moment de parler. Et puis, il y a eu l'accident. Elle n'a jamais eu le temps. Les mots frappèrent Pierre de plein fouet. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Il se souvenait de leur dispute, de son impatience, de son incapacité à comprendre ses silences. Peut-être avait-elle réellement voulu lui dire, mais il n'avait pas su lui offrir l'espace nécessaire. Margot continua, la voix tremblante. « Quand elle est morte, Clara venait de naître. Personne ne savait. J'étais la seule au courant. J'ai pris l'enfant avec moi. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans un foyer anonyme, ballottée de service en service. Alors je l'ai élevée du mieux que j'ai pu, avec mes moyens limités. » Pierre sentit ses yeux s'embuer. Ses mains tremblaient désormais sans qu'il puisse les contrôler. Clara, sa fille. L'enfant qu'il cherchait à comprendre depuis plusieurs jours portait en elle son sang, son histoire. Le poids de cette révélation l'écrasa, mêlant une douleur immense à une joie insoutenable. « Vous auriez dû me le dire, » souffla-t-il, la voix brisée. « J'avais le droit de savoir. » Margot soutint enfin son regard, et dans ses yeux brillait une détermination farouche. « Peut-être, mais je vous connaissais de loin. Un avocat réputé, toujours dans ses dossiers, toujours entouré de luxe. Je craignais que vous n'ayez ni le temps ni la volonté de vous occuper d'une enfant. Clara avait besoin d'amour, pas d'un père absent. Alors j'ai choisi de me taire. » Les mots résonnèrent comme une condamnation. Pierre sentit la colère monter, mais elle se mêlait à la culpabilité. Comment lui donner tort? N'avait-il pas en effet consacré toute sa vie à sa carrière, oubliant jusqu'à ses propres besoins? Aurait-il été capable, il y a 7 ans, de devenir père d'une petite fille vulnérable? Rien n'était moins sûr. Il se leva brusquement, incapable de rester assis. Il fit les 100 pas dans la petite cuisine, ses mains passant nerveusement dans ses cheveux. Margot l'observait en silence, attendant qu'il absorbe la révélation. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin, la voix rauque. « Que voulez-vous que je fasse de tout ça ?» Margot haussa les épaules, résignée. « Vous êtes son père biologiquement, mais dans son cœur, je suis celle qui l'a élevée. Elle ne sait rien de tout ça. Pour elle, je suis simplement Margot, et sa mère est une figure lointaine dont elle ne connaît qu'un prénom. Si vous décidez d'entrer dans sa vie, vous devrez le faire avec délicatesse. Vous ne pouvez pas lui arracher ses repères. » Pierre s'arrêta net. Les paroles de Margot lui semblaient à la fois justes et insupportables. Oui, il voulait revendiquer son rôle, mais il ne pouvait pas nier l'attachement de Clara à cette femme qui l'avait protégée toutes ces années.
Le dilemme le transperçait. Il reprit la photo d'Élodie dans sa poche et la regarda longuement. Le sourire de son ex-femme lui semblait soudain chargé d'un message posthume. Elle lui avait laissé un héritage qu'il ignorait, mais dont il devait désormais assumer la responsabilité. « Je ne peux pas partir comme si je n'avais rien appris », dit-il d'une voix ferme. « Je dois être présent pour elle. » Margot soupira, visiblement soulagée de ne plus avoir à porter seule ce fardeau, mais inquiète de ce que l'avenir réservait. « Alors soyez prêts, » conclut-elle, « parce qu'une vérité comme celle-ci peut rapprocher ou détruire. » Pierre hocha la tête, le cœur lourd. Il savait que le chemin qui s'ouvrait devant lui serait plein d'embûches. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus le droit de reculer. Clara était sa fille, et désormais, rien ni personne ne pourrait l'empêcher d'assumer ce rôle, aussi difficile soit-il. Pierre sortit de la pension le souffle court, comme si l'air glacé de la nuit n'arrivait plus à pénétrer ses poumons. Les paroles de Margot résonnaient encore en lui, chaque phrase réouvrant une blessure. Élodie avait eu une fille, sa fille, et il l'avait ignorée pendant toutes ces années. Non pas parce qu'il ne voulait pas savoir, mais parce qu'on ne lui avait rien dit. Pourtant, une partie de lui savait qu'il n'était pas totalement innocent. Ses disputes avec Élodie, son incapacité à voir sa douleur, tout cela avait contribué à créer ce silence. Le choc était immense. Il n'avait pas seulement perdu une épouse, il avait aussi perdu 7 années de la vie de son enfant. Il marcha longtemps dans les rues, sans but précis, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Paris semblait endormi, les terrasses désertes et les vitrines éteintes accentuaient son sentiment d'isolement. Il repassait mentalement chaque instant passé avec Clara depuis leur rencontre, sa timidité quand elle avait demandé des restes, son avidité à table, son sourire timide lorsqu'il l'avait défendue, sa manière de tenir ce collier comme un talisman. Tous ces détails prenaient une nouvelle dimension, maintenant qu'il savait. Clara n'était pas seulement une enfant perdue croisée par hasard. Elle était sa propre chair, son héritage, le prolongement d'Élodie. Une multitude de questions le harcelaient. Comment se présenter à elle en tant que père? Comment lui expliquer des années d'absence qu'elle n'avait pas comprises? Devait-il tout lui dire d'un coup, au risque de briser l'équilibre fragile qu'elle partageait avec Margot? Ou valait-il mieux avancer lentement, gagner sa confiance avant de lui révéler la vérité? De retour chez lui, il passa la nuit à réfléchir. Il n'ouvrit pas ses dossiers, ne répondit pas à ses mails. Le monde extérieur semblait avoir perdu toute importance. Seule Clara comptait désormais. Le matin venu, les traits tirés et les yeux rouges de fatigue, il prit une décision. Il ne pouvait pas rester spectateur. Il devait agir d'une manière ou d'une autre. Il retourna voir Margot dès la première heure. La vieille femme, visiblement épuisée par sa confession de la veille, le reçut avec un mélange de résignation et de prudence. Elle savait qu'elle ne pouvait plus lui cacher la vérité, mais elle restait convaincue que l'intérêt de Clara passait avant tout. « Elle est heureuse avec vous ?» demanda Pierre d'une voix basse. Margot haussa légèrement les épaules. Heureuse, elle fait avec ce qu'elle a. Elle n'a pas la vie des autres enfants, mais elle ne manque pas d'amour. Pierre se tut un instant, observant les rides profondes qui marquaient le visage de Margot. Cette femme avait sacrifié beaucoup pour Clara. Il le voyait désormais clairement. Mais pouvait-il vraiment se contenter de la remercier et de disparaître? Non. Clara était sa fille. Il avait le devoir de la protéger et de lui offrir un avenir digne de ce nom. « Je veux être présent pour elle », déclara-t-il finalement. « Pas seulement de loin. Je veux l'assumer comme ma fille. » Margot le fixa, son regard rempli de fatigue, mais aussi de défi. « Et que croyez-vous qu'il se passera? Vous l'arrachez à moi? Vous la placez dans votre appartement luxueux, avec vos habitudes de bourgeois? Vous pensez qu'elle vous acceptera du jour au lendemain ?» Les mots durs frappèrent Pierre, mais il savait qu'il n'était pas dénué de vérité. Clara ne le connaissait pas. Elle ne voyait en lui qu'un homme rencontré par hasard, qui lui avait offert un repas et un peu de chaleur. La figure stable de sa vie, c'était Margot. Arracher ce lien serait une violence immense. « Je ne veux pas la couper de vous, » répondit-il avec fermeté. « Mais je ne peux pas non plus rester en retrait. Elle doit savoir qui je suis. Elle a le droit de savoir. » Margot détourna le regard, émue malgré elle. « Vous dites ça aujourd'hui parce que vous venez d'apprendre la vérité. Mais dans un mois, dans un an, quand votre carrière reprendra toute la place, que se passera-t-il alors? » Clara ne peut pas supporter une nouvelle perte. Cette phrase résonna en lui comme une menace. Margot avait raison. S'il s'engageait, il devait le faire pleinement. Il n'avait pas le droit d'entrer dans la vie de Clara pour en ressortir ensuite.
Ce serait pire que l'absence. Ce soir-là, il rentra chez lui plus tourmenté encore. Il passa des heures à regarder les photos d'Élodie qu'il avait retrouvées, cherchant dans ses traits un écho à ceux de Clara. Il se rendit compte qu'il voyait désormais la ressemblance partout, dans la forme des yeux, dans le sourire timide, même dans la façon dont l'enfant baissait la tête lorsqu'elle était intimidée. Le lien était évident. Mais plus il observait ces similitudes, plus grandissait en lui une angoisse. Et si Clara refusait de l'accepter? Et si, au lieu de se réjouir, elle le rejetait, considérant qu'il arrivait trop tard? La pensée le terrifiait. Pourtant, il savait qu'il devait tenter. Le lendemain, il revint à la pension, cette fois sans chercher Margot. Il trouva Clara devant la maison, assise sur le trottoir avec une poupée abîmée. Quand elle le vit, ses yeux brillèrent d'une lueur qu'il n'avait jamais vue ailleurs. Il s'assit près d'elle et commença à lui parler de choses simples, de l'école, des jeux, des rêves d'enfant. Elle répondit timidement, puis de plus en plus à l'aise. Peu à peu, il sentit qu'un fil invisible se tissait entre eux. Il comprit alors que le véritable retournement n'était pas seulement dans la révélation de la vérité, mais dans la naissance de ce lien fragile. Clara, sans savoir qu'il était son père, commençait déjà à l'accepter comme une présence importante dans sa vie. Et Pierre, de son côté, découvrait qu'il était capable d'aimer d'un amour qu'il n'avait jamais connu, celui d'un père pour sa fille. Les jours suivants se succédèrent dans une étrange alternance entre l'espoir et la peur. Pierre, désormais certain d'être le père de Clara, passait de plus en plus de temps auprès d'elle. Il ne s'agissait pas encore de lui révéler la vérité, mais de construire une présence, un espace où l'enfant apprenait à se sentir en sécurité avec lui. Chaque matin, lorsqu'il revenait dans ce quartier pauvre, Clara accourait presque vers lui avec un sourire qui dissipait instantanément ses doutes. Elle lui racontait ses journées avec des phrases simples, lui montrait ses dessins maladroits, l'entraînait parfois dans ses jeux improvisés avec les objets les plus ordinaires. Pour elle, la compagnie de Pierre devenait une habitude, un réconfort inattendu. Mais plus leur lien se renforçait, plus grandissait en lui un dilemme douloureux. Il ne pouvait ignorer l'attachement profond qui liait Clara à Margot. L'enfant, malgré ses manques matériels, n'avait jamais manqué d'affection grâce à cette femme qui l'avait élevé depuis toujours. Pierre observait leur relation avec une attention mêlée de jalousie et de respect. Lorsque Clara tombait, c'était vers Margot qu'elle courait. Lorsqu'elle avait une question, c'était Margot qu'elle interrogeait. Cette réalité lui rappelait que, même s'il était son père biologique, il n'était encore qu'un étranger dans la vie de la petite fille. Le dilemme l'obsédait. Devait-il revendiquer Clara ouvertement, demander la garde légale et bouleverser ainsi son univers? Ou devait-il accepter de partager ce rôle, de composer avec Margot, de ne pas effacer mais compléter ce qui existait déjà? Avocat, habitué à décider vite et à trancher sans état d'âme, Pierre se découvrait incapable de choisir. Chaque scénario avait ses promesses et ses pièges. Il se surprenait parfois à imaginer Clara vivant avec lui, dans son appartement spacieux, entourée de livres, de jouets neufs, inscrite dans une école où elle ne manquerait de rien. Il voyait la possibilité d'un avenir solide, d'un chemin tracé loin de la pauvreté. Mais presque aussitôt, une image contraire surgissait. Clara, arrachée brutalement à Margot, pleurant la perte de son seul repère, incapable de comprendre pourquoi tout changeait si vite. Cette vision l'emplissait de culpabilité et de doute. Un soir, alors qu'il raccompagnait Clara jusqu'à la pension, la fillette s'accrocha à sa main plus longtemps que d'habitude. Arrivée devant la porte, elle le regarda fixement et demanda d'une voix fragile « Tu reviendras demain, n'est-ce pas ?» Cette simple question le bouleversa. Elle ne demandait pas des jouets, ni du luxe, ni des promesses grandioses. Elle demandait seulement la certitude qu'il ne disparaîtrait pas, qu'il ne serait pas un adulte de plus qui entre dans sa vie pour en sortir aussitôt. Pierre sentit un poids énorme se poser sur ses épaules. Il comprit que la véritable épreuve n'était pas de prouver qu'il était son père, mais de lui montrer qu'il resterait, quoi qu'il arrive. De retour chez lui, il passa la soirée à réfléchir. Ses amis, ses collègues s'étonnaient déjà de ses absences, de son air distrait. Certains lui rappelaient l'importance de son prochain procès, l'un des plus grands de sa carrière. Mais il ne parvenait plus à s'y intéresser. Les chiffres, les arguments, les stratégies lui semblaient dérisoires face aux yeux de Clara. Il consulta un dossier vide posé sur son bureau, puis le referma aussitôt. Une phrase résonnait en lui, les mots de Margot quelques jours plus tôt. « Elle ne peut pas supporter une nouvelle perte. »
Il se rendit compte qu'elle avait raison. Sa décision devait être guidée non par son désir de reconnaissance ou sa soif de justice, mais par ce dont Clara avait besoin réellement. Le lendemain, il retourna à la pension, bien décidé à avoir une conversation sérieuse avec Margot. Elle l'accueillit avec son habituelle réserve, mais accepta de s'asseoir avec lui dans la cuisine. Pierre parla longtemps, sans détour. « Je veux être dans la vie de Clara, mais je comprends aussi que vous êtes son pilier. Je ne veux pas l'arracher à vous. Je veux qu'elle ait les deux. Vous qui l'avez protégée et moi qui veux assumer mon rôle de père. » Margot resta silencieuse, un long moment. Ses yeux fixaient la table, ses doigts trituraient un coin de son tablier. Enfin, elle répondit « Vous dites ça maintenant, avec toute l'émotion de la découverte. Mais êtes-vous prêt à supporter ce que cela implique? Ce n'est pas une visite de temps en temps. Ce n'est pas un geste de charité. C'est un engagement pour la vie. » « Je le sais, » répondit Pierre d'une voix ferme. « Et je suis prêt. » Margot le regarda enfin et il lut dans ses yeux une lueur d'espoir mêlée de méfiance. Elle ne pouvait pas encore lui faire confiance totalement, mais elle sentait peut-être qu'il était sincère. À partir de ce jour, Pierre multiplia les efforts pour montrer qu'il ne parlait pas en vain. Il accompagna Clara à l'école, l'aida à faire ses devoirs, l'écouta raconter ses histoires d'enfants. Il prit le temps de partager des repas simples avec elle et Margot, sans chercher à imposer son monde de luxe. Chaque instant passé à leur côté renforçait sa conviction qu'il avait enfin trouvé ce qui manquait à sa vie. Pourtant, le dilemme n'était pas complètement résolu. Dans ces moments de solitude, Pierre sentait encore la tentation de réclamer Clara pour lui seul, de vouloir rattraper le temps perdu en lui offrant tout ce qu'il n'avait pas pu lui donner depuis sa naissance. Mais il comprenait aussi que cette tentation était dangereuse. Il devait apprendre à partager, à construire pas à pas une nouvelle famille qui ne ressemblerait à aucune autre. Et chaque fois qu'il hésitait, il repensait à cette petite voix qui lui avait demandé « Tu reviendras demain, n'est-ce pas ?» Cette question simple et pure était devenue sa boussole. Tant qu'il pouvait répondre oui sans mentir, alors il savait qu'il avançait dans la bonne direction. Le printemps commençait à adoucir les rues de Paris, et avec lui naissait un nouveau rythme dans la vie de Pierre. Les jours n'étaient plus gouvernés par ses dossiers, par les rendez-vous d'affaires, ni par les interminables heures passées à préparer des plaidoiries. Désormais, ses journées étaient rythmées par l'école de Clara, par les repas qu'il partageait avec elle et par les instants d'étonnante simplicité qu'il redécouvrait grâce à cette petite fille. Il ne s'était jamais imaginé apprendre à tresser des cheveux, écouter des histoires inventées avec un sérieux presque sacré, ou encore s'asseoir sur un trottoir pour dessiner à la craie. Pourtant, c'était précisément dans ces moments-là qu'il se sentait pleinement vivant. Pourtant, une ombre persistait. La vérité n'avait pas encore été révélée à Clara. Pierre et Margot avaient convenu d'attendre, de préparer l'enfant à une annonce qui bouleverserait sa perception de son monde. Chaque fois qu'il observait la fillette rire, il craignait de voir disparaître ce sourire, lorsqu'elle apprendrait que l'homme qui partageait désormais son quotidien n'était pas seulement un ami, mais son père. L'angoisse de ce rejet potentiel continuait de peser sur lui, malgré l'affection croissante que Clara lui témoignait. Un dimanche après-midi, alors qu'il revenait d'une promenade au parc, Clara s'arrêta brusquement sur le trottoir. Elle leva les yeux vers Pierre, son collier étoile scintillant au soleil, et demanda avec une gravité surprenante pour son âge « Tu ne vas pas disparaître, toi aussi ?» La question tomba comme un coup de tonnerre. Pierre s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Le regard de Clara était sérieux, presque inquiet. Elle avait déjà connu trop de pertes, trop d'incertitudes. Cette interrogation révélait une peur profonde, que l'attachement qu'elle commençait à lui accorder soit encore trahi par un départ. Pierre sentit ses yeux s'embuer. Il prit délicatement sa main entre les siennes. « Non, Clara, je ne disparaîtrai pas. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » Ces mots, il les prononça avec une conviction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et il comprit, en voyant l'enfant esquisser un léger sourire, qu'il venait de franchir un seuil invisible. Ce n'était pas encore l'annonce officielle de sa paternité, mais c'était une promesse qu'il tiendrait. Dans les semaines qui suivirent, Pierre entama les démarches légales pour reconnaître Clara comme sa fille. Ce fut un processus complexe, semé de paperasse et de résistances administratives, mais il avança avec une détermination qu'aucune affaire judiciaire n'avait jamais éveillée en lui. Margot, bien qu'inquiète, se montra coopérative. Elle comprenait que l'avenir de Clara nécessitait désormais
plus que son amour et ses modestes moyens. Elle voyait aussi, jour après jour, l'attachement grandissant entre l'homme et l'enfant. Lorsque la décision fut officialisée, Pierre organisa une rencontre particulière. Dans la petite cuisine de la pension, là où tout avait commencé, il s'assit face à Clara. Margot resta présente, silencieuse, comme un témoin bienveillant. Pierre sortit une enveloppe contenant la photo d'Élodie enceinte, celle qui avait tout déclenché. « Clara, dit-il doucement, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ta maman, Élodie, c'était ma femme. Et toi, tu es ma fille. » Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Clara regarda la photo, puis Pierre, puis Margot. Ses yeux s'écarquillèrent, cherchant à comprendre. « Ma maman était avec toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit Pierre. « Elle t'aimait beaucoup, et si elle n'a pas pu te dire qui j'étais, c'est parce que le destin nous a séparés trop tôt. Mais aujourd'hui, je suis là, et je ne partirai plus jamais. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle se jeta dans les bras de Margot, cherchant un repère. La vieille femme la serra fort, puis murmura « C'est vrai, mon enfant, tu as un papa, et il t'aime déjà plus que tout. » Clara hésita, ses petits doigts serrant encore la manche de Margot. Puis, lentement, elle se tourna vers Pierre. Ses yeux, brillants de larmes, fixèrent l'homme qui attendait, le cœur battant. Elle fit quelques pas hésitants, puis se jeta dans ses bras. Pierre la serra, avec une émotion qu'il ne tenta pas de contenir. Ses larmes coulèrent librement, se mêlant aux cheveux de la fillette. Ce fut à cet instant précis qu'il comprit. Le passé, avec ses blessures et ses regrets, ne pouvait plus être changé. Mais l'avenir, lui, leur appartenait. Ils ne cherchaient plus à rattraper les années perdues, mais à construire celles qui s'ouvraient devant eux. Dès lors, leur quotidien changea peu à peu. Pierre ne supprima pas Margot de la vie de Clara, au contraire. Il proposa de partager les responsabilités, de faire en sorte que la fillette grandisse entourée des deux figures qui comptèrent le plus pour elle. Margot, d'abord méfiante, finit par accepter. Elle comprit qu'elle n'était pas remplacée, mais soutenue. Un soir, alors qu'ils rentrèrent d'une sortie, Clara s'arrêta de nouveau pour poser une question. Mais cette fois, ses yeux pétillaient de malice. « Papa, dit-elle avec un sourire, tu crois que maman serait contente de nous voir ?» Pierre sentit son cœur se serrer. Il posa une main sur l'épaule de sa fille et répondit doucement. « Je suis sûr qu'elle est fière de toi. Et moi aussi, je le suis. » Clara serra son collier entre ses doigts et leva les yeux vers le ciel. Son sourire revint, léger, presque apaisé. Pour elle, l'étoile d'argent n'était plus seulement un souvenir douloureux, mais le symbole d'un avenir possible. Pierre la prit par la main et poursuivit le chemin avec elle. Son cœur, enfin, trouvait une paix qu'il n'avait jamais connue. Dans les rires de Clara, dans sa confiance retrouvée, il voyait la promesse d'une nouvelle vie. Une vie où il ne serait plus jamais seul et où elle ne manquerait plus jamais d'amour.